Dans cette vidéo, nous allons voir comment stimuler un neurone. Cela revient à comprendre comment les neurones sont connectés. Comment le signal peut-il voyager de neurone en neurone? Nous verrons dans un premier temps la structure du neurone, avant de montrer le rôle déterminant de la synapse et des neurotransmetteurs. Nous insisterons bien évidemment plus sur la partie électrique de cette connexion, c'est-à-dire la propagation le long des dendrites. Ça sera l'occasion de définir, entre autres, la stimulation infraliminaire avec ses lois exponentielles. Et enfin, nous verrons comment à partir de tout petit rien, on génère le tout, les potentiels d'action, qui se combinent pour donner naissance à une communication complexe entre cellules. Alors, le nombre total de neurones du cerveau humain est estimé entre 85 et 100 milliards. L'intestin en compte environ 500 millions et le cœur de l'ordre de 40 000. Le neurone se compose du corps de la cellule qui varie en taille entre 10 et 120 microns. On l'appelle aussi le soma. Alors, les dendrites sont petites, de l'ordre de 100 microns, mais sont très nombreuses et très ramifiées dès leur origine. Alors l'axone, lui, peut être très long, jusqu'à 1 mètre le long de la moelle épinière. Alors vous voyez ici une reconstruction en 3 dimensions d'un neurone qui vous montre la complexité des ramifications autour du soma. Alors tout d'abord, on l'a vu dans la vidéo précédente sur le potentiel de membrane, on peut stimuler d'un point de vue physique une fibre nerveuse de différentes manières. Évidemment, par un stimulus électrique en le dépolarisant localement, c'est-à-dire en imposant soit un courant, soit une différence de potentiel à l'aide d'une paire d'électrodes. Mais ce stimulus peut aussi être thermique si on applique un glaçon, on l'a vu dans le terme de diffusion, ou même mécanique en pinçant le nerf. Vous savez que la perméabilité de la membrane est aussi sensible à la fluidité de la membrane. Alors ça peut être aussi chimique en changeant les concentrations. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie dans le corps humain? Intéressons-nous ici à la connexion entre deux neurones, c'est-à-dire entre l'axone d'un neurone et la dendrite de l'autre neurone. Comment l'information peut-elle passer d'un neurone à l'autre? En fait, tout se passe dans la synapse. On doit cette découverte à Serrington. La synapse vient du grec syn, qui signifie ensemble, et aps, toucher. Autrement dit, c'est un système qui assure la connexion entre les cellules. Ici, c'est un axone avec la dendrite, mais ça pourrait être aussi avec une cellule musculaire ou des récepteurs sensitifs. Alors, la proportion de synapses sur la surface d'une cellule peut être importante, jusqu'à 40% de la surface. Un neurone peut donc disposer entre 500 voire 20 000 synapses. Ces connexions ont été examinées au microscope électronique. Alors la largeur de la fente synaptique, autrement dit la distance entre les neurones, varie entre 2 et 10 nanomètres. C'est du même ordre de grandeur que l'épaisseur de la membrane. Et on a pu distinguer deux types de fonctionnement, les synapses électriques et les synapses chimiques. Alors on a cru longtemps depuis Volta que les synapses étaient totalement électriques. C'était le seul mode de fonctionnement. Ce mode existe en fait pour les fentes les plus fines de 2 nanomètres. La transmission est effectivement totalement électrique. C'est l'équivalent de nos transistors dans nos ordinateurs. On parle d'une jonction. Les porteurs de charge électrique peuvent passer dans ce tunnel très fin. Les deux cellules en connexion gardent alors le même potentiel membranaire, la même polarisation. Et le gros avantage est ici que la transmission est quasi instantanée, ce qui assure aux cellules d'être synchrones. Mais c'est tout de même le système le moins répandu. On ne le trouve que chez les systèmes immatures qui n'ont pas d'axone, donc essentiellement entre les cellules jointives, comme l'épithélium ici dans l'épiderme. La synapse chimique est la plus fréquente des synapses du système nerveux. Elle transmet le signal nerveux d'un neurone à un autre en utilisant des molécules chimiques. Elles sont émises par le neurone afférent, elles vont diffuser dans la fente synaptique et se lier ensuite au récepteur post-synaptique. Alors la première molécule, l'acétylcholine, a été découverte en 1921 par le biologiste Otto Lowy, qui gagnera plus tard le prix Nobel pour ce travail. Il a découvert ainsi le premier neurotransmetteur.
L'acétylcholine est associée à la mémoire. Sa fonction est d'améliorer les habiletés cognitives, la capacité de concentration, mais aussi le raisonnement logique. On a découvert ensuite 3 autres médiateurs chimiques qui sont indispensables à notre équilibre physique et mental. La dopamine a été découverte par Arvid Carlsson, prix Nobel en 2000. C'est notre moteur, ce qui nous fait agir, prendre des décisions par le plaisir, la motivation et la curiosité. Et la dopamine va être le précurseur de l'adrénaline. Alors une autre molécule, la GABA, c'est-à-dire l'acide gamma-aminobutyrique, est un anxiolytique naturel. C'est le neurotransmetteur le plus abondant et il va inhiber le système nerveux. Il empêche que nous nous surexcitions et nous évite des réactions comme l'anxiété ou la peur. Et enfin, la sérotonine, qui est entre guillemets sérénisante. C'est elle qui aide à réguler le sommeil, l'agressivité, qui aide à réfléchir avant d'agir. Elle est produite directement par l'intestin. Mais c'est aussi une hormone, c'est-à-dire qu'elle peut être libérée dans le sang pour agir à distance sur d'autres cellules. On dit que c'est une neurohormone. Alors on sait de nos jours qu'il existe plus de 60 types différents de neurotransmetteurs. Vous voyez que la liste est longue. Alors chaque neurotransmetteur va être localisé à un emplacement spécifique. Alors dans le cerveau, mais pas seulement, dans le système digestif, mais aussi très récemment, on l'a vu dans le cœur. Dès qu'un neurotransmetteur fait défaut, ou à l'inverse est en excès, cela crée un déséquilibre physique ou mental. Alors on a élucidé depuis la fin des années 1970 par quels moyens de transport ces neurotransmetteurs voyageaient. Les neurotransmetteurs sont encapsulés dans des vésicules, ce sont des petits compartiments, des sortes de petites capsules. Alors le nombre et la taille de ces vésicules va varier suivant le type de neurone. Les neurotransmetteurs vont être libérés à l'arrivée d'un potentiel d'action dans la terminaison présynaptique. En fait, c'est moins direct que ça. Les vésicules doivent d'abord s'arrimer à l'aide d'interactions entre protéines. Ces protéines sont nommées SNER. L'une est accrochée à la vésicule et l'autre à la terminaison synaptique. Puis ensuite, la vésicule et la membrane vont se rapprocher pour se toucher. Alors l'arrivée du potentiel d'action va repolariser la membrane, ce qui va activer les protéines canaux, les protéines calciques, les canaux calciques qui vont venir s'ouvrir. Et la concentration en calcium est plus forte dans le milieu extracellulaire, donc les ions calcium vont rentrer majoritairement, et ce sont ces ions calcium qui vont faciliter grandement la fusion entre la vésicule et la membrane. Les neurotransmetteurs vont ainsi être libérés dans la fente synaptique. On parle d'exocytose. Alors le neurotransmetteur, une fois dans la fente synaptique de 8 nanomètres d'épais, va pouvoir aller se fixer à des récepteurs spécifiques à l'autre côté, c'est-à-dire sur la terminaison postsynaptique cette fois-ci. C'est cette étape qui est la plus chronophage, il faut compter de l'ordre de la milliseconde. Alors les récepteurs sont liés à des canaux ioniques spécifiques. On parle de récepteurs ionotropiques. L'absorption du neurotransmetteur sur le récepteur va provoquer l'ouverture du canal. Alors cela entraîne une rentrée de l'ion spécifique, ici le sodium dans le bouton postsynaptique, et le potassium va lui sortir. Ces déplacements d'ions engendrent des différences locales et temporelles des potentiels de membrane. Un site excitateur va provoquer une dépolarisation VM, et donc VM va augmenter, alors qu'un site inhibiteur entraîne lui une hyperpolarisation, c'est-à-dire que VM est encore plus négatif. Alors vous voyez ici que le potentiel de membrane postsynaptique va donc fluctuer. Alors intéressons-nous maintenant à la propagation dans la dendrite. Alors dans les dendrites, le potentiel se propage avec décrément. On parle aussi de potentiel gradué. Alors on peut montrer expérimentalement que la propagation le long des dendrites a un décrément logarithmique, c'est-à-dire une atténuation de type exponentiel. On peut simuler la variation de potentiel induite par les protéines canaux au niveau des récepteurs par 2 électrodes externes. En fait, on peut ainsi appliquer un pulse de tension ou de courant rectangulaire d'une durée delta t.
Alors, la cellule n'est plus au repos, c'est-à-dire que le courant ionique transmembranaire n'est plus nul. Donc, le potentiel de membrane va varier. On dit que l'on est en régime transitoire avant de retrouver un nouvel équilibre, un nouveau repos. Alors, on impose volontairement un courant faible, 1 picoampère, c'est-à-dire que ça va provoquer un potentiel membranaire Vm qui va varier de moins 97 mV ici à moins 87 mV. Donc ça fait une amplitude de 10 mV. Delta V est bien en dessous des variations de potentiel seuil de 50 mV. Cette valeur seuil définit le régime liminaire. On le verra dans la vidéo sur le potentiel d'action. On dit que l'on se place dans un régime infraliminaire, infra, qui veut dire en latin en dessous. Alors, cela permet d'analyser les propriétés passives d'un air. Vous observez que Vm ne suit pas instantanément le créneau imposé, il y a un temps de réponse. Vm subit des variations de type exponentiel en fonction du temps. Alors, on va chercher à trouver les équations qui régissent ces variations exponentielles du potentiel Vm. Alors, je vous rappelle que pour trouver la forme de l'équation, je vous redonne la variation de la fonction exponentielle, y égale exponentielle de t. Alors, vous vous rappelez que c'est une fonction croissante qui passe par exponentielle 0 qui fait 1. Alors, pour représenter exponentielle de moins t, c'est la courbe symétrique par rapport à l'axe vertical. On obtient pour t positif une courbe qui est décroissante. Vous voyez, cette fonction ressemble fortement à la réponse de la membrane quand on se retire du créneau. Alors on peut avoir une décroissance plus ou moins rapide. C'est pour cela que l'on introduit une grandeur qu'on nomme taux qui va caractériser le système. Alors vous savez que les fonctions trigonométriques, style cosinus, sinus, tangente, n'ont pas d'unité. C'est la même chose pour l'exponentielle. Donc le rapport que l'on a mis dans l'exponentielle, t sur taux, n'a pas d'unité. Donc taux a une dimension, une unité homologue à un temps. On dit que taux est la constante de temps du système. Alors, comment obtenir graphiquement cette constante de temps? On a deux possibilités. La première consiste à prendre le temps qui correspond à 37% de la valeur initiale. La seconde méthode consiste à tracer la tangente à la courbe au tout début du changement. Vous prolongez ainsi la valeur du plateau, l'asymptote que l'on obtient pour les temps longs, et donc la constante de temps correspondra au temps à cette intersection. Alors la forme du front montant est obtenue par la fonction 1 moins exponentielle. Dans ce cas, pour obtenir le temps caractéristique, il vous faudra prendre le temps qui correspond à la variation de 63% du signal qui correspond à la valeur maximum. Alors si l'on veut ajuster la courbe, il faut ajouter la valeur du potentiel initial, ici la valeur de repos, VR, et multiplier le terme de forme par l'amplitude de la variation. C'est-à-dire, pour le front montant, on va multiplier 1 moins exponentiel par delta V, et pour le front descendant, on multiplie l'exponentiel par delta V. Alors vous avez ici les deux équations qui régissent le comportement temporel du potentiel de membrane. Alors on peut mesurer ici une constante de temps de l'ordre de la milliseconde. Pour examiner la variation de Vm dans l'espace, on va placer différentes électrodes, ici 4, que l'on notera A, B, C et D, le long de la cellule, et on appelle X la distance entre le point de mesure et le point de stimulation. Et on va regarder uniquement la valeur delta V pour les temps longs, c'est-à-dire en régime stationnnaire. Et qu'est-ce que l'on observe? C'est une atténuation de type exponentiel. C'est donc le même raisonnement que pour les variations temporelles, sauf que cette fois-ci, on va introduire une constante lambda qui va être homologue à une distance. Lambda va être la longueur critique. En quelque sorte, lambda va être un indicateur de la résistance électrique de la membrane. Et lambda varie beaucoup suivant les fibres, mais son ordre de grandeur, c'est de quelques millimètres. De ce fait, ce sont des signaux de très courte portée. Vous voyez donc que les dendrites doivent forcément faire une longueur qui soit bien inférieure au millimètre. On avait parlé, vous vous rappelez en introduction, que la longueur des dendrites faisait 100 microns.
Les fibres ayant les plus grands diamètres auront les longueurs caractéristiques lambda les plus grandes. Alors nous venons de mesurer deux paramètres caractéristiques, l'un de temps avec tau et l'autre de distance avec lambda. C'est donc naturellement que l'on peut définir le rapport entre les deux, c'est-à-dire la distance sur le temps, et nous venons de définir une vitesse de propagation dans les dendrites. Et on mesure un ordre de grandeur de l'ordre du mètre par seconde. Donc le signal le long d'une dendrite de longueur 100 microns va donc se propager en une centaine de microsecondes. Mais ce qui est le plus important, c'est que la variation des potentiels postsynaptiques peuvent s'ajouter suivant le principe de superposition. Et le neurone possède des milliers de synapses et donc il va intégrer des milliers d'informations synaptiques sur des périodes de temps très brefs de l'ordre de la milliseconde. C'est le corps de la cellule, le soma, qui va intégrer tous les potentiels reçus et ils sont suffisants pour élever le potentiel de membrane d'une valeur seuil de 50 mV. Alors, le potentiel d'action sera déclenché au niveau du segment initial. Voilà, nous venons de voir comment à partir de la sommation de tout petits riens en provenance de beaucoup de synapses, on a déclenché des potentiels d'action dans les corps de cellules qui se propagent dans les axones. Alors la transmission du signal d'un bouton pré à post-synaptique ne se fait pas de manière instantanée. On note ainsi un temps de transmission au niveau de la synapse appelé délai synaptique directement lié au temps que met le neurotransmetteur à traverser la fente synaptique et à la conversion du signal chimique en un signal électrique par les récepteurs postsynaptiques. Ce délai est dans l'ordre de la milliseconde. En fait, il circule environ 100 potentiels d'action par neurone et par seconde. Alors ces neurotransmetteurs constituent véritablement les éléments du langage d'une machinerie extrêmement complexe. Les chiffres sont vertigineux. Le cerveau humain possède environ 100 milliards de neurones qui, chacun, possède environ 10 000 connexions, c'est-à-dire les synapses. Dans chacune circulent en moyenne 100 impulsions par seconde, ce qui fait 100 millions de milliards d'impulsions par seconde. Pour tout le cerveau, une impulsion ici fait grosso modo une opération. On rejoint la puissance des supercalculateurs. Les supercalculateurs réalisent actuellement le même nombre d'opérations. Alors elles sont plus rapides, mais avec moins de connexions. Mais la force de notre cerveau n'est pas là. Il n'utilise pas un langage binaire, des 0 et des 1 comme les ordinateurs. Chaque neurotransmetteur est en fait un mot. Et la liste des mots, on l'a vu, est longue. Notre physico-chimie interne a un impact sur notre mode de fonctionnement et nos envies, motivations et désirs. De la même manière qu'une phrase est un assemblage de mots, nos actions proviennent d'une combinaison de neurotransmetteurs. On estime actuellement que la sensation de bonheur, qui est vue en psychologie, proviendrait d'un bon équilibre entre les concentrations de 4 hormones. Alors, on les note doses, D pour dopamine, O pour ocytocine, S pour sérotonine et E pour endorphine. Et si on suit les réflexions de Montaigne dans ses essais, en fait la réception compte autant que l'action. Nos capteurs sensoriels, qui fonctionnent sur le même principe fabuleux et extrêmement complexe, on est capable de distinguer jusqu'à 5000 tonalités dans la voix et 10 millions de couleurs dans les nuanciers et encore bien plus par les odeurs. Et ceci avec uniquement 200 biorécepteurs connus. Tout est en fait un jeu de combinaisons de connexions. Alors dans une prochaine vidéo, nous verrons comment le potentiel d'action se propage le long d'un axone à des vitesses beaucoup plus rapides. Merci pour votre attention et à bientôt.